Je suis ravi d'être parmi vous et de vous introduire auprès de David Brouzet, qui est une vieille connaissance, un historien d'art confirmé que j'ai connu comme élève à l'école du Louvre il y a, je n'ose pas vous dire combien d'années, mais enfin quelques-unes. Et David, depuis, a parcouru une carrière qui va bon train et qui est très orientée sur l'histoire de la peinture, l'histoire des décors, en particulier au XVIIe siècle. Alors, David Brouzet a été donc élève à l'école du Louvre et il a ensuite ça va me revenir. Il a entrepris des travaux de recherche, en particulier sur la peinture du XVIIe. Il a fait un travail de maîtrise sur Pierre-Denis Martin, et les deux Martin d'ailleurs, Pierre-Denis et son frère. Et ensuite, il a entrepris une thèse qui est toujours en cours de réalisation sur Noël Coipel. Donc il est très, très implanté dans l'histoire de l'art du XVIIe siècle. Et parallèlement, il a poursuivi une carrière professionnelle qui l'a amené à passer plusieurs années au sein du musée du Louvre, où il a en particulier, dans le cadre du département des objets d'art, mené la campagne de récolement, ce qui lui a effectivement offert l'occasion de bien connaître les collections du Louvre et aussi de beaucoup d'autres endroits. Au cours de cette carrière, qui présentait des aspects parfois un peu rébarbatifs, un peu administratifs, mais que David a accompli avec conscience, il a aussi mené ce qui est sa tâche préférée, tout un parcours d'enseignement au sein de l'école du Louvre. Et David adore l'enseignement, il n'est heureux que lorsqu'il enseigne, lorsqu'il parle, lorsqu'il professe, lorsqu'il peut parler de ce qu'il aime avec passion. Il a aussi œuvré, et il œuvre encore dans le sud de la France, puisque David Brouzet est méridional, il est nîmois, et il a été amené à travailler dans les châteaux de la Drôme, en particulier à Grignan, dont il a réalisé le catalogue du mobilier, et puis aussi à Suse-la-Rousse, où il a eu l'occasion d'œuvrer à une exposition d'une donation très importante qui touche aux arts de la table et qu'il a donc contribué à mettre en valeur. Alors aujourd'hui, avec David, nous allons parler de Fouquet, bien sûr, de Vaux-le-Vicomte et de la manière d'habiter, de vivre dans ces endroits que nous connaissons, mais qui demandent une réflexion généralement plus approfondie. Alors, David, je te passe la parole, puisqu'on se connaît depuis assez longtemps pour se tutoyer, et je pense que tu vas nous expliquer de manière très, très claire les éléments de ta réflexion, en particulier sur les progrès de la distribution de la demeure à l'époque de Fouquet, et en particulier avec tout ce que Vaux-le-Vicomte va nous montrer de novateur, mais il y a aussi le problème du décor et bien sûr aussi le problème de l'ameublement, tout cela reflétant une manière de vivre dans ces lieux qui n'ont pas été conçus au hasard. Je te remercie. On va se tutoyer, Gérard. On se connaît, on se depuis très, très longtemps. Alors, je te sais gré d'avoir annoncé le plan, même si l'exercice consiste à être un dialogue. Nous allons échanger. Mais pour que la présentation atteigne au maximum de clarté, je suivrai une logique qui est habituelle pour traiter de la question du décor intérieur. C'est celle d'abord de l'architecture, à travers les questions de distribution, du plan, qui sont très spécifiques à Vaux et qui constituent peut-être l'aspect le plus intéressant concernant l'art d'habiter tel qu'il a pu être pratiqué par Nicolas Fouquet. Puis celle des décors intérieurs au sens un peu plus strict, c'est-à-dire le décor peint, les décors de boiserie, tout ce qui vient habiller, tout ce qui vient revêtir les appartements, les espaces plus collectifs qu'occupe Nicolas Fouquet, sa famille et évidemment ses invités. Et puis le troisième point, peut-être le plus hasardeux, parce que nous ne disposons que d'éléments assez succincts, c'est le contenu
c'est-à-dire le mobilier lui-même, le mobilier et les objets d'art. On différenciera d'ailleurs de ce point de vue la collection des meubles d'usage qui permettaient de vivre au quotidien dans les demeures de Nicolas Fouquet. Mais qu'entend-on par demeure de Nicolas Fouquet? On pense... C'est juste un point d'introduction avant de commenter le plan de Vaux-le-Vicomte. On pense à Vaux, bien entendu. Il sera essentiellement question de Vaux. On peut évoquer la demeure qu'il a occupée à Saint-Mandé à partir de 1654. Il en a eu d'autres. Il a, je voulais le rappeler ici, beaucoup déménagé. Dans Paris, il a grandi dans la maison familiale du Marais, rue de Jouy, mais nous ne savons rien sur le décor de cette maison familiale. Je souhaitais néanmoins la mentionner. Il a acquis une demeure près de la rue de Matignon avant de déménager en 1654 dans l'hôtel de Castille. C'est celui de la famille de son épouse. Ce sont les 3 premières demeures qu'occupe Nicolas Fouquet, sans que l'on sache, j'ai le regret de le repréciser, quoi que ce soit de véritablement probant sur le décor intérieur de ces hôtels. Et puis l'hôtel de Castille est apporté en dot par sa seconde épouse. C'est l'hôtel, c'est l'ancien hôtel. Pour qu'on le situe à nouveau, il n'est pas très loin d'ailleurs de la rue de Jouy. C'est un hôtel c'est l'ancien hôtel de Montmorency, celui de la rue d'Avoie. C'est celui qu'avait occupé le connétable au début de Anne de Montmorency au début du XVIe siècle. Il avait rassemblé une collection tout à fait spectaculaire. Ne doutons pas que l'hôtel avait été transformé plusieurs fois. Et c'est là qu'il vit à Paris. Il possède ensuite les hôtels de Narbonne. Peu de choses, rien sur l'hôtel de Narbonne. En revanche, on sait plus de choses sur une autre, c'est la dernière que je citerai dans cette énumération, résidence parisienne de Fouquet, c'est l'hôtel d'Emery. C'est l'hôtel Particelli d'Emery qui se situerait, s'il existait encore, il a été détruit, pratiquement sur la place des Victoires. C'est-à-dire, et là on tient une clé de compréhension de ce qui va être peut-être l'art du décor tel que l'a favorisé Nicolas Fouquet, près du palais Mazarin. Il habite, comme Colbert d'ailleurs, qui est dans l'hôtel Bautru-de-Séran, à proximité du Premier ministre. Et Particelli d'Emery avait fait aménager cette demeure dans un goût italianisant déjà très marqué. Si on devait comparer l'hôtel Particelli d'Emery à un hôtel contemporain, ce serait l'hôtel Lavrière. Il faut imaginer l'équivalent. Alors il n'y a pas, à proprement parler de galerie, mais d'une galerie à la façon de celle que François Perrier a peinte à l'hôtel Lavrière. On va voir, c'est un peu la problématique que je voudrais annoncer, que l'art d'habiter, selon Nicolas Fouquet, c'est avant tout faire la part belle à l'italianisme. Mais présenter les choses ainsi, on va le décliner durant l'intervention, durant le dialogue, c'est un peu réducteur. On va dire, je voudrais tout de suite le préciser, que je vais essayer de le faire en cours, qu'on se situe à un moment de transition, un moment, une étape dans l'évolution du décor intérieur qui pourrait se situer, l'expression n'est pas de moi, elle a été utilisée à propos des travaux de Louis Levaux, entre l'atticisme et l'italianisme. On va trouver, je vais essayer de les dégager au fur et à mesure de la présentation de certaines images, ce point d'équilibre très subtil entre des formules assez classiques qui ont cours dans la capitale suite au séjour de Nicolas Poussin entre 1640 et 1642, qui sont d'un très grand raffinement, qui s'appuient sur les modèles antiques, mais certains modèles antiques, pas tous, les plus élégants, les plus châtiés. C'est une langue très claire, assez limpide dans son développement. En fait, c'est l'art de Le Sueur. C'est l'art de Le Sueur, absolument. Et il nous manque sans doute un endroit, un lieu, pour comprendre ce qu'ont pu être les demeures parisiennes de Nicolas Fouquet, mais qu'on va néanmoins trouver dans certaines composantes du décor de Vaux, c'est le palais royal d'Anne d'Autriche. C'est ce palais royal où les formules de la grotesque par Michel d'Origny, elles ont été gravées, on les connaît pour un certain nombre, composent une dominante ornementale très, très importante.
Et on retrouve un peu le reflet de cet atticisme pour Anne d'Autriche dans la chambre des Redmer à Fontainebleau. Dans décorée par Cotel. Par Cotel. Alors, Cotel est l'artisan principal de pour les parties ornementales du décor de cet atticisme. Il a sa place à Vaux. Le décor de Vaux, on va le voir petit à petit, mais je souhaitais qu'on l'annonce pour tout de suite préciser un peu de quoi nous allons parler. C'est un partage très équilibré, très équitable entre le triomphe de l'ornement. Et Cotel, en effet, il joue un rôle dans ce mouvement qui est très fort. Et les formes plus puissantes, plus plastiques, plus sculpturales, qu'apportent les sculpteurs, mais qu'apporte aussi Charles Lebrun, fort de l'expérience qu'il a reçue en Italie. Je pense que Bénédicte a dit, j'étais malheureusement pas là pour l'écouter, je préfère de certaine façon, et accueilli à Paris avant tout comme l'artiste qui sait le mieux importer à Paris, dans la capitale, les formules mises au point par Pierre de Cortone au Palais Pitti, au Palais Barberini, dans la mesure où on n'a pas pu faire venir ces artistes sur le sol français. Voilà peut-être la clé de voûte de tout le système décoratif adopté dans les demeures de Nicolas Fouquet. Pour ce qui est des sources documentaires, outre donc ce que nous allons voir, les réalisations, on a un certain nombre de descriptions. On a en particulier, je voulais aussi le préciser avant d'entrer dans le vif du sujet, on a l'inventaire qui est dressé au moment de la pose des scellés à Vaux en particulier. On sait un certain nombre de choses, en tout cas au moins pour la dénomination des espaces et les fonctions qui leur sont assignées. Alors, effectivement, moi je crois qu'il faut aussi bien avoir dans l'esprit, et tu nous le diras, que parler de l'art d'habiter à l'époque de Fouquet et chez Fouquet, c'est évoquer un univers inachevé. Alors, exactement, c'est évoquer un univers inachevé. Il semble que beaucoup de formules adoptées par les artistes et les artisans qui travaillent pour Nicolas Fouquet n'aient pas atteint leur point d'aboutissement. C'est-à-dire que c'est aussi dans l'histoire même des arts appliqués, qui concerne, on le verra à la fin, mais on l'annonce ici, je réponds à ta question, les bénisteries, la menuiserie. Alors pour la tapisserie, c'est un art un peu plus avancé. Mais en tout cas, pour les bénisteries et la menuiserie, on est là aussi dans une phase de transition. Qu'est-ce qu'on pouvait trouver ? Des cabinets d'ébène, par exemple, on en verra, mais qui étaient, je ne dis pas passés de mode, mais qu'on trouve plutôt dans les années 1640, 1645. Celui du Louvre, que tu connais par cœur, date de 1643, et qui est exécuté par des artisans qui peuvent proposer des meubles d'un type plus moderne, à la polychromie plus affirmée, qui présentent des techniques, qui se présentent dans des techniques plus sophistiquées, plus virtuoses. Pierre Goll, par exemple, est l'artisan qu'on peut trouver chez Nicolas Fouquet. Il a pratiqué le cabinet d'ébène. J'en parle sans montrer d'image, j'y reviendrai tout à l'heure. Formé dans l'atelier de son beau-père Adrien Garbrand, qui vient du Nord. Il a aussi exécuté des cabinets à décor de marqueterie polychrome sur des fonds d'ivoire. On verra tout à l'heure celui du... Je ne sais pas si on revient en arrière, parce que... Quand je voulais dire inachevé, je parlais surtout du fait que la carrière de Fouquet s'est interrompue brutalement et qu'il n'était pas arrivé au bout de son ouvrage. Voilà, il n'est pas arrivé au bout de son ouvrage, ni d'un point de vue architectural, ni du point de vue du décor, qu'il aurait sans doute... Et encore moins, d'ailleurs. Encore moins du décor, de surcroît, oui. Alors, premier aspect, c'est la question du plan et de la distribution. Le château de Vaux, c'est lui qui va précisément nous intéresser, s'organise sur le principe d'un plan massé. Ce n'est pas une nouveauté dans les années 1656-1660. C'est-à-dire qu'il n'a pas... C'est un corps de logis qui est privé d'ailes. C'est un corps de logis cantonné aux angles de pavillons. Les ailes sont à peine matérialisées par le jeu des terrasses qui précèdent la cour du château. Mais ce n'est pas une nouveauté, c'est quelque chose que Salomon de Brosse
l'architecte du début du XVIIe siècle, celui du Luxembourg de Marie de Médicis, avait déjà adopté pour le château de Blérancourt. Et c'est un type, ce plan massé, qui prévaut durant les années déjà 1640 et encore dans les années 1650. C'est celui, par exemple, du château de Maison, construit par François Mansart. Ça, c'est le premier point. Tout simplement parce qu'il apparaît presque, j'ai envie de dire, comme une sculpture. Il gagne en intégrité du point de vue visuel. Il se détache isolé et très fortement, c'est très important à Vaux, très, très fortement soclé, puisque l'architecture de Vaux est évidemment indissociable de l'aménagement complet du site, ne se conçoit que comme à peu près le centre dans une organisation qui est celle avant tout des jardins, dans un rapport de collaboration très étroit entre Louis Le Vau et André Le Nôtre. Donc ça, c'est le premier point. Dans ce logis massé, Le Vau introduit, comme il l'a fait quelques années plus tôt, il n'est pas le seul, François Mansart l'a fait aussi, un principe d'enfilade double. Le corps de logis était jusqu'alors simple en épaisseur. Les pièces étaient éclairées côté cour et côté jardin. La nouveauté apportée par Louis Le Vau, c'est le dédoublement du corps de logis. Alors il l'a fait à l'hôtel, dans un hôtel parisien qui est l'hôtel Tambonneau, ou de Tambonneau. François Mansart l'a fait lui-même. Je ne suis pas sûr de pouvoir... voilà, c'est ici. Dans l'hôtel dit du commandeur de Jars, ou Jars, J-A-R-S, qui est un membre de la maison, la famille de La Rochefoucauld. Cet hôtel disparu se trouvait rue de Richelieu. On voit bien ici, grâce à on parle d'hôtel du commandeur à l'époque, grâce à la coupe, comment donc le corps de logis est dédoublé. En quoi, quel intérêt présente le dédoublement du corps de logis? C'est d'avoir une beaucoup plus grande souplesse, une beaucoup plus grande souplesse dans l'organisation de l'espace. On va avoir deux appartements côté jardin. On va avoir des pièces, il ne s'agit pas exactement de véritables appartements côté cour. Et quelquefois, entre les deux, tout un jeu d'espace de circulation ou de pièces à usage privatif ou qui présentent simplement un rôle fonctionnel, qui vont faire évoluer l'art de la distribution vers un surplus de confort. C'est une idée qui est reçue, c'est une idée qu'on a déjà entendue, mais à Vaux, elle est probante. Elle se vérifie tout à fait. Et à ce titre, pour Nicolas Fouquet, Vaux participe d'une évolution de la distribution qui va devenir de plus en plus complexe et atteindre à une forme de sommet au début du XVIIIe siècle, avec, alors dit-on, c'est la tradition, le Palais Bourbon. Pierre Pat, à propos du Palais Bourbon, disait qu'on y avait inventé, je cite, l'art de se loger commodément et pour soi. En une formule, tout est résumé. C'est déjà à l'œuvre à Vaux. Ce que Le Vau introduit pour Nicolas Fouquet, c'est aussi le principe de longs couloirs longitudinaux qui desservent les sous-sols. Vatel, dont il a été question ici, avait souhaité la présence d'un long couloir qui reliait les cuisines jusqu'à une antichambre qui fait office de salle à manger. Je vais en parler dans un instant. Et c'est la même chose au premier étage. Au premier étage, le corps de logis est séparé par un couloir qui distribue plusieurs appartements, dont celui privé de Nicolas Fouquet côté cour, celui de Madame Fouquet côté jardin, dans un des angles du logis. C'est une formule promise à un succès immense. On la retrouvera dans l'aile du Trianon-sous-Bois au Grand Trianon. On la retrouvera dans le Château Neuf de Meudon. Jules Hardouin-Mansart est à ce titre tributaire de cette nouveauté introduite par Louis Le Vau pour Nicolas Fouquet à Vaux. L'autre principe qu'on apprécie sur le plan, que je souhaitais projeter, et il est le complément du premier, c'est que si le dédoublement du corps de logis favorise
c'est une articulation un petit peu plus complexe entre les appartements et les espaces plus publics. Levaux et Fouquet n'en renoncent pas pour autant à un effet d'axialité très marqué qui se dédouble à Vaux d'un effet de transparence, celui d'un vestibule et du fameux grand salon, je vais en reparler, ovale, le grand salon central qui forme avant-corps côté jardin. Et c'est aussi, alors ce n'est pas une nouveauté, c'est pas exactement une nouveauté, ailleurs précédemment cela avait été fait, mais à Vaux c'est porté à un niveau qui est assez incomparable. Où est-ce qu'on avait déjà vu ça? Alors on le voit à Balleroy, on le voit à Maison. À Maison, ça n'est pas le salon central qui permet cet effet de transparence. L'effet de transparence, il vaut toujours parce que le château est articulé de manière indissociable par rapport au jardin. Il ne se vérifie d'ailleurs ce principe de transparence, il ne s'appréhende correctement qu'à partir de la grille. C'est-à-dire que tout est organisé, y compris le très fort terrassement sur lequel le château est posé, qu'en fonction de lui, qu'en fonction de ce principe d'axialité et de transparence. Alors à Maison, je réponds à ta question, c'est le vestibule qui est au centre du corps de logis, et d'ailleurs le logis n'est pas dédoublé, hein. Voilà, donc ça s'organise comme ça, et François Mansart a déporté l'escalier pour favoriser ce principe de transparence. Ce qui fait que la distribution de maisons ne donne pas cet effet de symétrie magnifique qu'on a à Vaux. Moi, je suis toujours frappé par le côté esthétique du plan de Vaux, l'intelligence, l'élégance, c'est très musical, c'est très cartésien, et je pense que c'est à Vaux qu'on a ça pour la première fois, en fait. C'est très probablement. C'est à Vaux qu'on a pour la première fois. Il vaut même cet effet de symétrie dès qu'on a franchi la grille, dans un espace que délimitent sur les côtés les communs, les fermes. Hein. C'est Jean-Marie Pérouse de Monclos qui a admirablement comparé l'effet de symétrie des appartements que tu soulignes avec déjà cet effet de symétrie dans les cours. Et c'est aussi peut-être l'une des caractéristiques principales de ce Vaux-le-Vicomte de Levaux. C'est la parfaite adéquation, encore une fois, je ne serai trop insisté sur ce point, entre la logique de la distribution intérieure et l'espace extérieur. C'est une demeure dont on peut quasiment appréhender le plan de l'extérieur. Certains historiens de l'architecture ont même jugé que c'était sa limite, que les Français avaient préféré et préféreraient par la suite ne pas forcément savoir comment l'espace intérieur s'organise depuis l'extérieur, comme si la demeure française devait conserver une part en quelque sorte de son mystère. Il ne fallait pas que la logique si rationnelle qui est celle de Levaux soit perceptible dès le premier abord. Alors, on va suivre un peu on va entrer dans Vaux à présent à partir du plan. La première pièce est en soi intéressante, c'est donc un vestibule. Les Français n'en connaissaient pas, excusez-moi, voilà, c'est là, ce vestibule que l'on peut admirer depuis les volets de marche qui lui forment un socle. Et là, je me permets une réflexion un peu plus personnelle. On a dialogué, Gérard et moi, à ce sujet souvent. Les escaliers à Vaux sont quasiment invisibles. Si on revient... Alors, excusez-moi, je reviens au plan. Mais ils sont invisibles pour une raison très importante, c'est que les pièces de réception sont au rez-de-chaussée. Voilà, elles sont au rez-de-chaussée, un rez-de-chaussée surélevé, c'est ce que j'allais dire, duquel on a une vue admirable sur les jardins, encore une fois, mais en vérité, est-ce qu'on ne doit pas considérer, comme quelquefois chez Levaux, qu'ils sont extérieurs ?
Est-ce que l'escalier central, dont on considère qu'il fait défaut à Vaux, il n'est pas extérieur? Il n'est pas, il n'est pas là, présent par cette façon magnifique de socler, encore une fois, cet espace. C'est un petit peu comme à côté d'ici, chez le voisin, c'est-à-dire au Collège des Quatre Nations. Je crois que le Vaux intègre dans sa composition, il intègre dans la superposition de ces niveaux le quai. C'est un petit peu la même chose à Vaux. L'escalier est présent, il est présent côté jardin et côté cour. Il se divise en un certain nombre de volets qui confèrent ce qu'on appelle une assiette à cette architecture qui est absolument magnifique. Et il permet donc d'entrer dans le vestibule. J'ai un peu de mal à trouver une photo là, du vestibule. C'est une pièce de plan carré qui est très minérale. Comme souvent, le vestibule prolonge par son élévation, par d'élévation intérieure, le décor des façades. Il se déploie, il s'ouvre dans une solution de continuité par rapport à la façade. C'est souvent le cas d'ailleurs de l'escalier. On n'y trouve aucun élément de mobilier, aucun élément de décor. Il est autant un espace extérieur qu'un espace intérieur. Je dirais même plus qu'il est surtout un espace extérieur, voilà, fermé par des grilles et non pas par des portes. Voilà, alors à Maison, bien entendu, c'est le cas, hein, les grilles sont au Louvre. À Vaux, il y a des grilles dans le salon. Pour le vestibule, c'est plus le cas, hein, comme vous le voyez aujourd'hui. Il est porté par des colonnes, ce vestibule, il y a des antiques. Les Français donc ne le connaissaient pas. Le cavalier Bernin, lorsqu'il est venu à Paris en 1665, s'en est beaucoup moqué de cette absence de vestibule. Il l'a jugé inconfortable, il trouvait mal commode et malséant. Il y a à la fois la notion de confort et une notion formelle d'avoir à entrer directement, on pense à l'hôtel de Sully par exemple, dans l'escalier. L'escalier est encore en position centrale et le vestibule, pourtant le vestibule existe, l'un des tout premiers, c'est celui, alors si on respecte la chronologie, que Jacques Lemercier avait introduit au château de Richelieu. Il est placé d'ailleurs assez curieusement derrière une volée d'escalier, c'est un peu étrange. Et le plus fameux, c'est celui de François Mansart, encore une fois, à Maison. Donc là, analogie entre les deux chefs-d'œuvre, celui des années 1640 et celui de Le Vau. Celui de François Mansart est une variation sur les thèmes à la fois romain du palais Farnèse, sur l'architecture de Philibert Delorme. C'est une sorte de relais entre l'architecture du XVIe siècle et l'architecture néoclassique. Dans les deux cas, ils partagent le même aspect très, très minéral. Donc, premier espace, le vestibule. Deuxième espace, ô combien célèbre, et à juste titre, c'est le salon central. Salon de plan ovale, salon à l'italienne, c'est-à-dire qu'il occupe la totalité, quasiment la totalité, si on accepte le lanternon, de l'édifice. Il est couvert d'un dôme, je n'entre pas dans le détail du décor, Bénédicte Gady a dû le faire. Il présente une élévation à 2 niveaux, il est rythmé de pilastres dans sa partie basse, de thermes dans sa partie supérieure, 12, dit-on, alors je vous laisse à valider ou contredire hein, cet aspect. Sur le thème, je n'entrerai pas forcément des détails d'iconographie, ça a été fait, des mois et probablement des saisons. Et surtout, il a une caractéristique inédite, c'est qu'il forme avant-corps sur les jardins. Le salon, en tant que tel, existe chez les Italiens, mais il ne présente pas cette avancée. On pense au salon du palais Barberini, même si on suppose qu'au palais Barberini, il y a déjà l'amorce d'un avant-corps. Je te laisse peut-être. Alors, effectivement, le salon de Vaux, il faut aussi, à mon avis, bien marquer qu'il est hors appartement. Voilà, il est hors appartement. Il ne fait pas partie de la distribution de la demeure. En fait, c'est un espace intérieur. Il est ambigu. Il a une situation ambiguë puisqu'il est à la fois dedans et dehors. Voilà, il est à la fois dedans et dehors. Il est presque un édifice à part entière. C'est une entité architecturale. Espace, de jonction. De jonction, oui. Mais la demeure commence au-delà. La demeure commence au-delà. À partir de lui... je reviens en arrière...
Voilà, alors, il ouvre évidemment sur les jardins. Je voulais juste vous montrer cette image, mais je la commente pas plus longuement. On a les grilles, les huisseries, on a les deux. Il n'est pas le premier, ce salon, dans l'histoire de la demeure par le Vau. Il avait déjà été mis en place dans un château qui préfigure Vau, qui est celui du Rincy. Pour un autre, alors c'est un financier, pour Jacques Bordier, le château du Rincy a été entièrement détruit. Il présentait donc un salon qui formait avant-corps, mais qui ne s'élevait qu'à partir du premier étage. La différence avec Vaux et cette situation en rez-de-chaussée surélevée au château de Vaux, il conservait, on les voit se profiler dans un effet de perspective assez marqué. On voit les deux ailes qui délimitent l'espace de la cour. De ce point de vue, le Rincy, pour Jacques Bordier, était plus traditionnel que le château de Vaux-le-Vicomte. Mais surtout, je reviens en arrière. Je crois que ce que tu voulais dire, c'est que à partir du salon, qui est hors circuit, hors enfilade, encore que, on va voir que c'est encore plus subtil que ça, mais... Il est hors de la demeure. Voilà, hors de la demeure, ouais. Plastiquement, il est très lié. Il est très lié, oui. Il est très lié, mais il ne fait pas partie des pièces à vivre. Il ne fait pas partie des pièces à vivre. En effet, on y organise des fêtes, c'est un lieu de réception. Alors, et de passage. Qui trouvait-on la société, pourquoi le salon? Si on doit se poser cette question, pourquoi l'apparition de cette pièce dans l'histoire du décor intérieur français, la distribution du décor intérieur français, c'est un lieu de réception. Tu as tout à fait raison. C'est un lieu de sociabilité. Et là, on touche à des choses qui sont propres à Fouquet. On sait qu'à Saint-Mandé, Fouquet recevait une société de lettrés. Il s'entoure des Pélissons, de tous ces érudits, ces poètes, ces rimeurs qui fréquentaient l'hôtel de la marquise de Rambouillet. Je voudrais tout à l'heure établir une filiation très, très importante entre les deux. Et il les reçoit donc à Saint-Mandé. Il les a reçus à Vaux. Ce sont autant des hommes que des femmes. C'est cette société qui, si on considère les gravures d'Abraham Bosse, était encore peu de temps avant reçue dans ce qu'on appelait la ruelle, c'est-à-dire reçue dans la chambre, dans ce tout petit espace qui se situe entre le lit et le mur. Et c'est une configuration qui est largement insuffisante. Donc le salon va permettre de remédier à cette nécessité de recevoir. Il n'est pas un hasard que Fouquet ait souhaité avoir ce grand salon à Vaux. On peut supposer que c'est cette société qui reçoit. Hein. Ceci dit, ça ne marche que l'été, parce que cette pièce est ouverte à tous les courants d'air et n'est pas chauffée. Donc, il n'y a pas de cheminée. En effet, elle n'est pas chauffée. Comme la galerie basse de Versailles, entre la cour de marbre et le parterre d'eau. Enfin, oui. Ce ne sont pas non plus des espaces où on fait salon. Non, où on fait salon. On ne fait pas salon, on y marche, on y passe. Elle est précédée par un vestibule, d'ailleurs, hein, la galerie basse, hein, un vestibule de marbre. C'est le même binôme qu'à Vaux. Alors, oui, voilà. Alors, je continue avec les salons. La formule, cette formule du salon format avant-corps côté jardin a eu un succès immense et continue. On la retrouve alors avant champ ici dans le château de Pierre Crozat à Montmorency. Le château a été détruit. Il était l'œuvre d'un architecte, d'abord du duc de Berry, le petit-fils de Louis XIV, puis du duc d'Orléans. Il est l'architecte attitré du duc d'Orléans. Même organisation. Voilà, je n'ai pas beaucoup plus à en dire, hein, mais je voulais montrer par quoi on pouvait appréhender la fortune critique de ce salon. Sylvain Carteau, architecte du duc de Berry, puis du duc d'Orléans, et de Pierre Crozat, qui est un proche du duc d'Orléans. Carteau avait construit l'hôtel Crozat rue de Richelieu. Et ce d'ailleurs c'est assez curieux, je le mentionne au passage, dans le parc dans lequel Charles Lebrun avait construit son propre, alors c'est pas un château, plutôt une sorte de villa avec un espace central évidé, une serlienne. Une serlienne, oui. Le voici. Le salon du château de Montmorency par Pierre Crozat. J'attendais une réaction de ta part. Il ressemble beaucoup ici à notre salon, plus qu'à celui de Vaux.
Oui, j'attends toujours que tu nous parles de Marly. Voilà, de Marly. Ouais, c'était l'occasion de le faire. On a un salon qui est aussi proche du salon ovale de Vaud que du salon octogonal du château de Marly, qui datait de 1679, sur 2 niveaux, des thermes cariatides, plus exactement, dans la partie supérieure. Et les fenêtres l'éclairent par le tambour. Il porte un dôme qui était peint par Charles de la Fosse. C'est la Fosse qui a fait ce que Lebrun n'a pas fait à Vaud, c'est-à-dire qui a exécuté un certain nombre de plafonds peints qui se déploient sur toute la surface de ces grands salons. Ici, on le voit bien. En effet, alors j'avais Champ pourtant. Voilà, Champ. C'est le plan de Champ que je souhaitais vous montrer. Pierre Bullet et son fils Jean-Baptiste Bullet de Chamblin adoptent le même type de disposition, de distribution qu'a Vaux-le-Vicomte, avec un salon ovale, mais pas dans le même sens. Qu'a Vaux-le-Vicomte, précédé par un vestibule, des appartements de part et d'autre. Ils sont d'ailleurs peut-être un peu mieux organisés qu'à Vaud. Je vais en reparler. C'est normal, on est plus tard, on est au début du XVIIIe siècle. Et pour terminer, les Malouinières, ces demeures que se sont fait édifier les riches négociants de Saint-Malo, imitent, en les adaptant, bien entendu, en les transformant, le modèle de Vaud. On a des salons qui forment avant-corps du côté des jardins, puisque, comme à Champ d'ailleurs, les architectes ont fini par couper ce salon en 2. On en trouve un au rez-de-chaussée, un au premier étage. C'est le cas à Champ, c'est le cas dans cette Malouinière du Boss, près de Saint-Malo. Alors, il y a un endroit aussi qu'on aurait pu évoquer, que tu aurais pu évoquer, qui est peut-être le dernier descendant de cette conception née à Vaud. C'est ce grand château Percheron, célèbre par le mémorialiste qui y a écrit ses mémoires, c'est La Ferté-Vidame. Oui. Et ce grand château qui était reconstruit par le Carpentier vers 1770 présentait un grand salon à l'italienne, exactement disposé de la même manière. Et ça, c'est vraiment le dernier rejeton de cette longue lignée de châteaux, tous descendants de la conception de Levaux à Vaud. Oui, c'est même un retour à des formules du XVIIe siècle. Vrai, ouais. Il a une dimension néo-Louis XIVienne, hein, qui est très marquée. L'idée, c'est peut-être de construire avec La Ferté-Vidame, enfin, on en a parlé, je te laisse peut-être la parole, mais le château on n'avait pas pu construire au XVIIe siècle. C'est-à-dire que les Saint-Simon avaient gardé une demeure médiévale. Par goût personnel. Et par goût personnel, oui. Peut-être par l'imitation de ses moyens financiers. Si, voilà. Surtout. Intéressant, c'est de voir ce fermier général Laborde qui se fait construire un château néo-Louis XIV en 1770, en pleine période du retour au classicisme. Et effectivement, d'une manière un peu empirique, c'est dommage qu'on n'ait pas d'image, mais la distribution renoue avec celle de Vaud. Renaud Axel de Vaud, alors tu vas démentir si je me trompe, mais il avait même des appartements privés côté cour. Hein, c'était situé la situation est ambiguë parce que le château de La Ferté-Vidame était à simple épaisseur, excepté dans la partie centrale où il y avait vestibule et salon ovale. Mais les appartements privés étaient dans les ailes. Mais c'était une situation. Ouais. En tout cas, moi, ce que je retiens de tout ça en particulier, c'est que le grand promoteur de ces espèces en ellipse, en rotonde, c'est le Vaud. C'est le Vaud. Et ça, c'est une chose qui vraiment est sa signature. Au point que, alors, lorsque Colbert, lui, dirige les travaux de l'enveloppe à Versailles, que le Vaud propose, enfin, c'est original et c'est innovant, c'est novateur, pas parler de provocation tout de même, mais au point où, lorsque Colbert approuve pour le roi les premiers projets que le Vaud lui propose et que ce dernier place aux extrémités des salons ovales, Colbert les rejette. Il y a un refus catégorique. Il préfère une enfilade de pièces de plans carrés ou rectangulaires. Il préfère le maintien d'une enfilade à la française, hein, c'est-à-dire d'un effet de continuum visuel qui est beaucoup plus conforme à la tradition française. Donc on voit combien ces salons, tu as raison, de section ovale ou circulaire, hein, c'est un peu la même chose à l'époque, ont marqué les esprits. Et le Vaud a encore essayé de vendre de ces grandes rotondes dans son projet qui n'a pas été mené à bien de l'aile orientale de la cour carrée. Ah, en effet, oui.
On arrête, oui. Un espace nouveau dans cette distribution qu'on vient de voir, c'est la salle à manger. Alors, à Vaux, elle est spectaculaire, elle a un décor pérenne. Elle est située côté, je ne reviens pas au plan, elle est située côté cour. Elle est accessible depuis les cuisines par ce long couloir dont j'ai parlé. Elle est en 2 parties. On a une pièce quasiment carrée, enrichie, complétée d'une pièce dite des buffets ou du buffet que l'on voit apparaître derrière une grande arcade et qui est voûtée, qui est un espace singulier à Vaux par le type de couvrement. La pièce elle-même, cette pièce des buffets est couverte d'un plafond à compartiment ou plafond à caisson. Vaux est très complet de ce point de vue, je l'évoque en un instant. On a les 3 types de plafonds connus dans l'histoire du décor intérieur. Plafond à la française, dans la grande chambre dite carrée, qui à un moment était le billard à Vaux-le-Vicomte. Les poutres et les solives sont apparentes. Plafond à la française parce que traditionnel. Le brun y a représenté un décor à la façon de Mantegna, c'est un peu étrange. On a ce second type qui existait au Moyen-Âge, on ne va pas classifier les choses de manière trop rigoureuse, mais qui s'est surtout développé à la Renaissance et qui consiste à dissimuler la structure par des panneaux de bois peints ou sculptés de formes géométriques qui se juxtaposent et qu'on appelle plafond à caisson ou à compartiment. Il semblerait que à Vaux, où la hiérarchisation des décors est très forte, on juge que c'est un type de plafond qui convient à une salle à manger. Et la salle à manger, ça reste une antichambre. Ça reste une pièce qui précède les espaces les plus nobles et les espaces de réception. Même si celle de Vaux a un décor très soigné, qu'on doit à Charles Le Brun, il y a une allusion à la paix des Pyrénées à travers l'abondance et la paix qui sont représentées sur le caisson central. On a les éléments, on a l'histoire un peu plus inattendue d'Io, tiré des amours de Jupiter, des métamorphoses d'Ovide. On a surtout ces cornes d'abondance qui déversent des motifs de fruits et qui sont plus attendus ici. La voûte et l'intrado de l'arc sont traités à l'antique, sont traités sous la forme de caissons. Alors, ce n'est pas non plus la première fois qu'une salle à manger est introduite dans le parcours de la demeure française. Un peu plus tôt, Pierre Lemuet en avait aménagé une, je vous montre ici, à l'hôtel Tubeuf, rue de Richelieu. Elle existe, elle est intacte, et même 2, une salle à manger d'hiver, une salle à manger d'été. Elles sont une prouesse technique, puisque les plafonds à la française n'ont pas de poutres. Ils sont simplement portés par, non pas de poutres, c'est ça, ils ne sont pas portés par des non pas de voûte, ils sont simplement portés par des solives. Excusez-moi, je vais y arriver. Voilà, on voit ce jeu. Donc, salle à manger d'été, salle à manger d'hiver. On en trouvera également à l'hôtel de Saint-Aignan. C'est le musée d'histoire de l'art juif. C'est rue du Temple, si ma mémoire ne me trahit pas. C'est dans le Marais. Et c'est le peintre Rémy Vuibert qui travaille dans la mouvance de Nicolas Poussin, qui orne cette belle salle à manger de thèmes allégoriques ou mythologiques en rapport avec la fonction même du lieu. Donc certes, la salle à manger reste l'antichambre, mais tout de même, il y a l'apparition d'un aménagement un peu plus spécifique et de décors qui, à Vaux, encore une fois, sont plus spécialement spectaculaires. Ensuite, Vaux présente des séries, et c'est capital, je crois que tu y tiens beaucoup, des séries d'appartements. L'appartement, c'est la suite de pièces dans lesquelles on loge en théorie à titre privatif, puisque les appartements de Vaux, pour 2 d'entre eux, ceux qui sont situés de part et d'autre du salon, sont
des lieux de réception. Je donne un peu l'impression de me contredire. Qu'est-ce qu'un appartement? C'est une antichambre. Une chambre et un cabinet. L'antichambre existe depuis le XVIe siècle, et l'appartement, au sens le plus académique du terme, c'est celui qu'on trouve dans la demeure française durant la première moitié du XVIIe siècle. Alors, à Vaud, il y en a au rez-de-chaussée, donc 2. Je reviens à ça. Voilà. L'appartement dit des Muses, qui servait d'appartement de réception à Nicolas Fouquet. Il est bien constitué d'une antichambre. Elle est dite aussi antichambre ou salon d'Hercule, puis d'une chambre qu'on appelle salon des Muses, qui est une chambre en effet. On voit même sur le plan l'alcôve. On va parler un tout petit peu de l'alcôve si voilà, j'ai le temps. Et puis d'un petit cabinet, le fameux cabinet des jeux, qui occupe à peu près la moitié de voilà, l'espace. C'est sur l'image tout à fait à droite d'un des pavillons d'angle du château. En face, selon une logique qui est traditionnelle dans les châteaux français, un appartement a été, en tout cas en théorie, aménagé pour le roi, à une époque où la cour reste nomade, on le sait tous, constitué. C'est aussi, alors, l'appartement dit des stucs dans les textes de l'époque. Il est constitué d'une antichambre, d'une chambre et d'un cabinet. Il est, lui, complété au centre de la distribution d'un petit appartement des bains. Je n'en dirai pas grand-chose. Il était resté totalement inachevé au moment de l'arrestation de Fouquet. On trouve un cabinet à l'hôtel Lambert. Le plus somptueux avait été aménagé par Anne d'Autriche. Les deux plus somptueux au Palais Royal, puis au Louvre, dans l'appartement d'hiver d'Anne d'Autriche. Elle en a eu un à Vincennes aussi. Il y en a eu un à Vincennes. Et Fouquet a souhaité en avoir un, même si il était sans doute destiné au roi. Donc les appartements, on va y entrer. Voilà, l'antichambre. C'est Hercule, en effet. Une formule qui se veut sur... Alors, comment les qualifier? Sur un mode qu'on va juger un peu mineur par rapport à l'appartement du roi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, dans cet espace, pour la partie supérieure, c'est-à-dire ce qui dissimule la structure, il n'y a pas de véritable relief. Il y en a un tout petit peu, mais qui forme cadre, qui constitue une modénature dont la fonction est de faire s'articuler des zones qui sont exclusivement peintes. C'est tout de même un plafond à voussure. S'il y a ici un italianisme, c'est dans la manière dont la jonction entre le mur et la partie plane s'incurve. Ce qu'on appelle, c'est un plafond à voussure. À ce titre, il est tout de même un plafond à l'italienne. Mais il y a surtout un grand compartiment central. Ça reste pour la zone plane, pour la partie plane, un plafond à compartiment. Avec, Bénédicte a dû très bien l'expliquer, j'en suis sûr, un char d'Hercule qui est un compromis qui, dans l'histoire de la peinture décorative, s'est ensuite imposé jusqu'au XIXe siècle. C'est une synthèse entre le tableau de Chevalet et la composition d'Asoto Insou. Et Lebrun a imposé ce moyen terme à l'Académie. Boss souhaitait une représentation qui respecta la perspective mathématique la plus rigoureuse. Ce n'est pas le cas ici. C'est comme un tableau de Chevalet qui est accroché au plafond. Néanmoins, il y a un fond de ciel. C'est ce qu'on appelle un quadro riportato. Alors, c'est un quadro riportato et déjà un petit peu plus, puisqu'on a ce fond de ciel. Hein. C'est comme si le char, néanmoins, du héros, là, se circulait sur des fonds de nuée. La pièce devait être peu meublée. Elle est simplement dotée d'un lambris bas, voilà, qu'on voit ici. Qu'y avait-il tendu sur les murs? Vraisemblablement du tissu. Elle est dotée d'une cheminée qui est, je le précise, c'est important, à l'italienne. Le conduit a disparu. Il est dissimulé dans l'épaisseur de la cloison.
les Français préféraient le volume apparent des cheminées au Moyen-Âge, au XVIe siècle. Vous ne savez pas faire autrement, voilà. La cheminée les cheminées les plus singulières de ce point de vue, ce sont celles d'Écouen. Je pense que vous avez vu les cheminées d'Écouen, les dernières, celles de l'appartement du roi, puisque le cardinal Alessandro Farnèse offre des cheminées, des chambranles en marbre de cheminée à l'italienne à Anne de Montmorency. On ne sait pas comment les installer. Donc on fait des cheminées qui sont en ressaut par rapport à la cloison, et néanmoins dans la partie basse, on a des chambranles en marbre, parmi les plus beaux qui soient d'ailleurs. À l'italienne, c'est un peu curieux. Cette formule, celle de la cheminée à l'italienne, sera reprise à Versailles. Alors, on a aujourd'hui, mais il est impossible d'y voir un aménagement conforme à ce qu'était l'antichambre à l'époque de Nicolas Fouquet, ces fameuses tables. Ces fameuses tables constituées de piétements en bois massif sculpté qui portent des plateaux de marbre, c'est du Languedoc, je crois, pour l'essentiel, qui permettent là d'aborder la question du mobilier, parce que je ne suis pas sûr d'avoir vraiment le temps de le faire, alors je vais modifier mon ordre. On aimerait beaucoup que ce mobilier se soit trouvé à Vaux à l'époque de Nicolas Fouquet. On aimerait beaucoup qu'il soit déjà la manifestation du style de Charles Lebrun et la place que joue Charles Lebrun dans l'histoire du mobilier français, puisque le style de ses œuvres est très spécifique. Ce sont des combinaisons de motifs zoomorphes. Ce sont des pattes et des protomées d'animaux, de lions, auxquels, si c'est Lebrun, il associe des motifs décoratifs, classicisants, empruntés au répertoire antique qu'il connaît par l'intermédiaire de la gravure. On aurait dans ce cas les premières œuvres typiques de toute cette production de mobilier qui a ensuite été mise en œuvre au Gobelin, après la création, la manufacture de mobilier royal en 1667. On aurait là un apport fondamental de Charles Lebrun, si c'est lui, on a beaucoup sur ça, à l'histoire du mobilier français. Qu'est-ce qu'on trouvait précédemment? Tout autre chose, ce que nous appelons commodément des meubles de style Louis XIII, c'est-à-dire avec des piétements qui sont tournés dans des formes diverses, torsadées ou d'autres. Voilà. Donc, je préfère les commenter avant de les oublier pour aborder cette question du mobilier. On les situe dans le salon ovale. Voilà, oui. On les situe dans le salon ovale. Elles sont ovales. Elles sont ovales, oui. Elles sont ovales, oui, absolument. Elles ne sont pas, en effet, elles n'ont pas à être exposées, devraient pas être, peu importe, ça ne concerne pas là, mais dans l'antichambre. On passe ensuite dans cette chambre dite salon des muses. Les muses, ils sont en effet représentées sur les voussures, autour de ce compartiment central, qui est légèrement surélevé. Mais ce n'est pas tellement ceci qui a déjà sans doute été traité, qui peut attirer notre attention. C'est en revanche la présence de l'alcôve. Alors, je ne sais pas si tu souhaites... L'alcôve montre que cette pièce a été conçue comme une chambre. On l'a utilisée comme salon, mais elle fait partie de cette rigidité de la distribution imposée par des habitudes fort anciennes. Donc, on l'a construite comme une chambre et on l'utilise comme un salon. Il y a là effectivement un paradoxe qui montre à quel point on a du mal à s'affranchir de certaines habitudes. Absolument. En fait. On a un cumul là. On a la chambre qui est utilisée comme un salon et on a le grand salon ovale. Ceci dit, peut-être que si Fouquet avait vécu et avait poursuivi sa carrière à Vaux, il l'aurait meublé comme une chambre. En fait, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Alors, ce que je voulais montrer, c'est que l'alcôve présente est un paradoxe. C'est un paradoxe dans ces années 1650-1660, dans le sens où, initialement, l'alcôve permet de dormir dans une chambre privative. La tradition veut que ce soit Madame de Rambouillet qui ait fait aménager la toute première dans une garde-robe. L'histoire est très belle. Ce n'est pas tout à fait exact. Des chambres alcôves, il y en a au château de Madrid sous François Ier. Madrid qui repose lui-même sur des modèles hispaniques et plus lointainement arabes. Il y en a dans la forteresse de Sals, des alcôves. L'étymologie est très claire. Très claire, oui. Henri II en avait une au Louvre, mais
Talément des Réaux, c'est plus, et les contemporains de Madame de Rambouillet, a expliqué que, italienne de naissance, elle était née Savelli, elle souffrait du froid, elle avait fait aménager une petite pièce comme à titre de chambre à alcôve, qui complétait la fameuse chambre bleue qui, elle, formait salon. Justement, on est dans la tradition pour ce que tu expliquais de la chambre bleue de Madame de Rambouillet. Mais j'ai dit paradoxe parce que le veau, et d'autres que le veau, j'insiste beaucoup parce que là, on va tenir peut-être une clé de compréhension essentielle de veau, l'utilise pour aménager des dispositifs très théâtraux, quelque chose de très démonstratif, de très scénique, au point que la pièce de Molière a été jouée dans cette chambre. C'est-à-dire que l'espace de l'alcôve est devenu une scène. C'est une scène, c'est un lieu de représentation. J'ai visité, je vous raconte un peu là une anecdote personnelle, mais j'ai été frappé par cela. À Châteauroux, j'ai vu, c'était le premier que je voyais, un théâtre de salon, un théâtre de société du Premier Empire. Vous le connaissez tous, parce qu'il fait des chroniques magnifiques sur France Musique, le samedi matin. C'est un homme très agréable. C'est chez Jean-Yves Patte. Alors je le dis parce qu'il va, je crois, organiser des séries de pièces, de petites pièces, peut-être un Guignol d'ailleurs, dans cet espace. C'est que la tradition s'est maintenue. On l'oublie, mais il y avait des théâtres. Et chez Patte, c'est formidable. Il est dans une chambre. C'est très étonnant, c'est au premier étage. On retrouve le dispositif de veau. Alors là, un point tout à fait qui convient de rappeler très, très fortement, c'est l'influence dans cet italianisme triomphant de la fin des années 1650, non seulement de Levaux, non seulement de Lebrun, mais aussi de Lepôtre, de Jean Lepôtre, le frère de l'architecte Antoine, qui est fils de menuisier. C'est important de le rappeler, puisque c'est à la menuiserie, à l'art de la menuiserie qu'il applique ces formules de chambre à alcôve, qui a séjourné en Italie, qui est influencé par Pierre de Cortone, par le Bernin, et qui, les dates sont toujours très parlantes, publie son premier recueil d'ornements en 1657. C'est au moment où Vaux est en cours de construction et d'aménagement. Dans les années 1660-1665, il publie des recueils d'alcôves, de plafonds, de fontaines, d'ornements, le tout dit à l'italienne ou à la romaine. Ces alcôves, ces recueils d'alcôves et de cheminées sont publiés vers 1660. En voilà une. C'est une gravure de Lepôtre que je t'ai montré ici. Il est l'un des acteurs principaux de la diffusion de cet italianisme. Tout se cristallise à ce moment-là, pas seulement d'ailleurs à Vaux. Si on devait comparer la chambre à alcôve de l'appartement des Muses de Fouquet, on le ferait avec la chambre à alcôve de Louis XIV au Louvre, celle la petite chambre, voilà, la petite chambre de Louis XIV au Louvre. Le cabinet des jeux, lui, présente un aspect plus traditionnel et penche du côté de Cotel. Je parlais de cet équilibre entre le raffinement d'un certain type de décor qu'on pouvait commodément qualifier d'atticiste. Ici, on voit bien, alors sur les murs, ce sont des panneaux juxtaposés, ils forment une trame géométrique assez stricte, mais que vient compenser la palette vive, un peu acidulée, claire, qui se détache sur des fonds blancs, le motif de rinceau, qui est central dans l'ornementation des années 1650. C'était le titre d'un colloque dans le cadre d'une exposition que tu as largement porté en 2002, si on ne trahit pas, temps d'exubérance, voilà, au Grand Palais. Et les actes du colloque faisaient la part belle à ce rinceau. Rinceau et ornement, c'est le titre des actes. Ils sont là, ils créent ils forment un élément de liaison entre les parties, ils occupent les surfaces. On a des éléments héraldiques ou emblématiques. C'est tout un jeu formel qui est celui que Alain Méraud a admirablement décrit dans son petit opuscule. Je vous y renvoie, je trouve que ce livre
n'a absolument pas vieilli. C'est l'un des plus beaux, à mon avis, sur la période. C'est ce livre qui s'appelle « Retraite mondaine » aux éditions du Promeneur. On en a même de cette grâce qui caractérise encore ces décors. On peut comparer le cabinet des jeux, à mon avis, le plus proche, c'est celui de l'hôtel Colbert de Villacerf, qui est remonté au musée Carnavalet, au fameux vers de Racine, ces festons où nos noms enlacés l'un dans l'autre viennent à mes regards partout s'offrir. Racine, dans cette pièce de Bérénice, qui est la plus précieuse, se souvient très exactement de ce raffinement. Alors, il y a aussi peut-être une comparaison littéraire. Cette pièce ponctue l'enfilade, elle est peut-être la plus enchanteresse qui soit. C'est un peu le cabinet de Zirfé de la marquise de Rambouillet. Alors, je te remercie, parce que c'est un élément, une transition toute trouvée. C'est plus qu'exact. Et on a la source. Ce n'est pas une surinterprétation d'historien de l'art, puisque Vaux, je parlais d'italianisme et de préciosité. Si on reste sur ce second point, la question de la préciosité à Vaux, Vaux est décrit sous le nom de Walter. Walter, trois syllabes, c'est Vaux, c'est la même chose, comme un château de rêve dans la Clélie de Mademoiselle de Scudéry, dont c'est ce roman précieux, très, très connu, en 10 volumes, qui est exactement contemporain de la création du château. Et dans son roman précédent, Mademoiselle de Scudéry décrivait la maison de Cléomire, c'est-à-dire Cléomire, c'est le pseudonyme de la marquise de Rambouillet. Donc on a un lien là précis, exact, entre en effet, à nouveau, la marquise de Rambouillet et cet espace qui est la quintessence encore de la préciosité. Il semblerait que, alors si c'est Fouquet qui a fait ce choix, il n'ait pas voulu renoncer à ce qui avait fait les belles heures de ce décor, des décors des années 50. On est là dans les années 50. De l'autre côté, du côté de l'appartement des Stucs ou appartement du roi, les formules sont beaucoup plus modernes, beaucoup plus plastiques, riches, par la fusion des matériaux, c'est-à-dire le stuc et la peinture. Il y a quelque chose là de plus symphonique. On pourrait comparer, si on devait comparer à quelque chose de musical, le travail que fait là Lebrun, parce qu'aucun doute, c'est Lebrun qui est l'ordonnateur de ces décors, ces plafonds à l'italienne, ces plafonds à voussure qui mêlent stuc et peinture, à du Wagner. Il y a cette même, ou à du Berlioz, il y a cette même qualité d'orchestration. C'est un orchestrateur. Il fait tout petit peu référence tout à l'heure à propos du mobilier, et là ça se vérifie. Et ça se vérifie aussi dans ce goût pour une plénitude des formes, un art du relief, quelque chose de plastique, de saillant, qu'il a parfaitement assimilé lorsqu'il était à Rome. Alors, est-ce qu'il n'a pas subi aussi le contre-coup de ce qui était quand même une nouveauté à Paris? Ce sont les interventions de Romanelli au Palais Mazarin et dans l'appartement d'été d'Anne d'Autriche. Tout à fait. Les stucateurs, Sasso, qui enseignent son art aux Anguiers, ils ont produit en effet des chefs-d'œuvre. C'est d'abord la galerie Mazarine, et c'est beaucoup plus tôt. Si tu as bien fait de le rappeler, c'est 1645-47. Parce que si mes souvenirs sont bons, il y a un décalage chronologique certain entre les deux appartements de Vaux. L'appartement des Muses est légèrement antérieur oui. Et l'appartement du roi, qui d'ailleurs est resté inachevé, marque un second temps et peut-être un désir d'être à la pointe de la mode. Alors, bravo, encore merci à toi, parce que, encore une fois, je crois que tu mets l'accent là sur ce qui est peut-être là aussi l'idée force, à partir de laquelle tout le propos peut s'articuler, c'est qu'on a un laboratoire. Vaux est un laboratoire. C'est peut-être ça qu'il faut faire se détacher comme le point de commentaire peut-être principal. Il y a même, on a vu tout à l'heure le plafond à la française de la chambre carrée. Il y a débat. Soit c'était déjà préexistant, c'est pas dans ce cas-là Lebrun qui a voulu, on ne comprend pas qu'il ait voulu ce plafond à la française. Il y a ceux de l'appartement du roi, et ça évolue. Le style évolue, il s'enrichit des formules nouvelles qui sont appliquées, comme tu le disais, dans l'appartement d'été d'Anne d'Autriche. Je ne résistais pas à montrer ce détail de ces figures de muses dans la chambre.
absolument magnifique, hein, de cet amour qui soulève un casque. Je suppose qu'il a désarmé Mars. Le mélange, alors encore qu'il fallait être très très prudent pour les questions de polychromie, de dorure, mais la couleur joue. On l'avait beaucoup admiré, c'est-à-dire cet aspect du décor, sur des fonds à la fois blancs donc, et dorés. Je vous en montre un autre élément, un autre détail, avec ces boucliers d'Amazon, ces pelts dans les angles, les effets de trompe-l'œil, la manière, dans un compartiment octogonal, on n'en voit qu'une partie là, mais d'essayer d'imiter le bas-relief en bronze. On sollicite aussi ce matériau antique par excellence qu'est le bronze pour faire valoir par effet de contrepoint la couleur et l'accord du blanc et de l'or, les gros motifs des lions. On pouvait avoir au niveau des voussures soit de simples motifs ornementaux, de coquilles, d'acanthes, soit ceux héraldiques des tours de Castille, ceux de Madeleine de Castille ou de Nicolas Fouquet. Ils viennent stabiliser la composition. Ces deux appartements doivent être considérés dans un rapport logique avec les appartements du premier étage. Ils étaient, eux, j'en parle au passé, on vient de les voir, des appartements de réception. Mais Vaux est en cela admirable, et sans doute du fait de la volonté de Nicolas Fouquet, par la présence au premier étage d'appartements de commodité, d'appartements privés, dont celui de Nicolas Fouquet, celui du maître des lieux, côté jardin. On y accède par le couloir dont j'ai parlé. Il est constitué d'une antichambre, d'une chambre et d'un cabinet. Et la chambre est étrangement traditionnelle. C'est celle que je vous montre ici. Elle a un plafond couvert d'une fausse peint d'une fausse coupole à caisson qui ressemble un peu à la, je n'ai pas la photo mais vous connaissez bien l'endroit, à l'antichambre de l'appartement aménagé par François Levaux, et c'est pas un hasard, dans l'hôtel de Sully, l'appartement le neuf de l'hôtel de Sully qui vient d'être aménagé par Jacques Garcia. Mais c'est une formule à l'économie, c'est-à-dire qu'on n'a pas évidemment les stucs, on n'a pas non plus les peintures de l'appartement des Muses, on a un simple lambris bas. Les descriptions laissent penser, et c'est ainsi qu'à titre muséographique la pièce a été réaménagée, qu'elle était en tout cas au sol, pour le sol, qu'il était couvert de nattes. On aurait là quelque chose qui remonte au Moyen-Âge et à la Renaissance. On parle dans les textes, on en parle à propos de chambres au château neuf de Saint-Germain-en-Laye, sous Henri II et encore sous Henri IV. On en parle à propos des salles du rez-de-chaussée d'Écouen à l'époque d'Anne de Montmorency, de chambres bien nattées. On a de l'osier, c'est la vannerie que l'on a sur les murs, alors pas ici, pas telle que la chambre de Nicolas Fouquet au premier étage a été réaménagée, mais on peut en trouver entre les poutres du plafond à la française. Il n'y a pas de poutres dans cette chambre, hein. Je l'ai dit, mais on en trouve au sol. Une expérience a été faite aussi par Magali Bellim-Droguet récemment sur la base de descriptions anciennes au château d'Azay-le-Rideau. On a restitué le décor d'une chambre entièrement nattée. Qu'est-ce qu'il va falloir dégager comme principe général, on arrive à la fin de tout ceci, c'est qu'il n'y a pas de règles intangibles. Il y a au contraire, c'est ce qui fait la richesse de Vaux-le-Vicomte, autant de solutions qu'il y a d'espaces auxquels on associe des fonctions spécifiques. Il y a toute une variété de modalités de décor, de la plus archaïque et peut-être la plus économique, avec ces nattes de la chambre de Fouquet, à celle somptueuse, un tout petit peu démonstrative que l'on vient de voir. C'est la notion de hiérarchie qu'il faut introduire. La notion de hiérarchie. Elle est double. C'est celle qui prévaut dans la logique de déplacement du corps dans l'espace. Plus on avance dans l'appartement, plus le décor se fait riche, par l'habillage des murs et du plafond, par le contenu, par le mobilier. Au XIXe siècle,
on a inversé la logique. On trouve dans des châteaux et des hôtels particuliers aménagés au XIXe siècle, on ne saura trop le répéter, beaucoup trop de choses dans les escaliers et les vestibules. Il faudrait les vider, mais je crois que c'est très difficile d'entendre cette leçon. On est à une autre époque, le château a une autre fonction. Et j'ai dit double dans le sens où il est en fonction donc des espaces, qu'ils soient des espaces de réception ou des espaces privés. Donc ici, les nattes au sol, qui sont bien décrites au moment de la pose des scellés, après l'arrestation de Nicolas Fouquet. Plutôt que de décrire un mobilier qui n'est pas celui de Fouquet, je préférais aborder la question de l'appartement de Madame Fouquet, de Madeleine de Castille, Marie-Madeleine de Castille. Il est très transformé. Aujourd'hui, il a été transformé au XVIIIe siècle. La chambre a été divisée. Ce n'est pas ce que je vais vous montrer, ça ne nous concerne pas. En revanche, le cabinet a conservé à peu près, en tout cas, sa disposition, son plafond. Ce n'est pas non plus ce que je voudrais commenter parce que je me répéterai. Je voudrais plutôt évoquer ce qu'il était. Il était un admirable cabinet de glace. Ça, nous le savons de manière sûre. Cet aménagement a hélas complètement disparu. Il y a des glaces dans le cabinet des jeux qui ne s'y trouvaient pas. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je souhaitais le préciser à ce stade de notre conversation. Je parle beaucoup. Mais il faut imaginer des glaces enchâssées dans des traverses et des montants, tout un jeu de baguettes, quelque chose de très moderne déjà, qui pourrait se comparer au petit cabinet de maison, qui peut se comparer dans une moindre mesure au cabinet des miroirs de l'hôtel Lausanne, où les glaces n'ont été posées qu'assez tard. On avait des peintures. Le matériau est cher. Sa fabrication est lente. On les soufflait encore à cette date-là. On les a coulés plus tard à Saint-Gobain. On crée une manufacture de glace en 1665. Je ne dis pas que Fouquet, par l'aménagement du cabinet des glaces de Vaux, a réfléchi en des termes parfaitement conscients à la place que pouvait avoir la glace dans le décor. Ce serait très abusif. C'est quelque chose de beaucoup plus empirique que ça, qui se fait de façon circonstanciée. Néanmoins, il y avait un magnifique cabinet des glaces dans l'appartement de Madame Fouquet. Et il devait ressembler, à mon avis, à un cabinet qui avait frappé les contemporains, qui est décrit admirablement dans les historiettes de Talément des Réaux. C'est celui de la duchesse de Rohan-Guéméné, place des Vosges. C'est l'actuel musée Victor Hugo. Elle avait l'un des plus beaux appartements de Paris, c'est Cotel qui avait aménagé cet espace. Et elle avait, nous dit-on, qui donnait sur la place royale, un cabinet renfermant tant de glace que lorsqu'on était au centre, on avait l'impression d'être au centre de la place royale. Par le jeu des reflets, on pense à La Rose pourpre du Caire, au film de Woody Allen. C'est exactement ça. C'est exactement ce souci de décloisonner. Et j'ai envie de dire qu'à Vaux, ça s'explique. On est à l'extérieur. On se projette une fois encore à l'extérieur de l'architecture. On l'a fait entrer, c'est un peu la même chose. C'est toujours ce jeu d'un rapport, d'un lien organique très fort, visuel, entre l'architecture extérieure et l'architecture intérieure. Il était difficile d'évoquer ce cabinet des miroirs. Je ne sais pas si c'est l'intention de monsieur et madame de Vaugué, c'est une glace, je crois, qui est placée au-dessus de ce cabinet. Mais voilà ce qui était surtout et avant tout le cabinet de l'appartement de madame Fouquet à Vaux. Je souhaitais... Mazarin. Voilà, on va peut-être conclure. Il nous faut conclure. On avait le choix, soit de placer cette question au départ de cette intervention, soit à la fin. De qui Fouquet tient-il ce goût ? Alors, si on en reste en tout cas à la composante italianisante de ce décor, eh bien entendu de Mazarin. J'ai évoqué la résidence qui avait été la sienne, l'hôtel Particelli d'Embry. Je crois que ça, on peut en débattre, mais je crois que ça se justifiait. Mais c'est surtout de Mazarin, c'est d'Anne d'Autriche. Je voulais montrer cette célébrissime gravure de Nanteuil qui le montre dans son palais à l'entrée de sa galerie. C'est celle qui a été aménagée par Mansa Romanelli pour les stucs et les fresques. Il a un goût commun avec
il partage ce goût qu'on a un peu décrit avec, eh bien, en quelque sorte, ses confrères, ses pairs, ces hommes du monde de la finance, c'est-à-dire Abel Servien, qui fait aménager le château de Meudon, Barthélemy Hervart, qui fait lui aménager le château de Saint-Cloud, ou tout à l'heure nous avons vu au Rincy Jacques Bordier, c'est-à-dire une classe sociale en pleine ascension. Ce sont soit des financiers, soit quelquefois des juristes, ce sont de grands commis bourgeois, de grands serviteurs de l'État, qui n'ont pas forcément hérité, contrairement à la noblesse d'épée, des châteaux, des demeures de leurs pères, qui se font bâtir des demeures à la mesure de ce qu'est la puissance qui est devenue la leur. Alors je voulais les montrer. C'est un petit peu, finalement, ils occupent la place que joueront au 18e, les fermiers généraux. Absolument, c'est exactement le même. Vous pouvez dire, on fait un parallèle avec les fermiers généraux. On revient à la Borde, à la Ferté-Vidame. Hein. C'est la même démarche, en quelque sorte. C'est le même état d'esprit dans lequel, parce qu'il était question un petit peu de ça, hein, de cet art d'habiter, d'aménager l'espace dans lequel on vit, on reçoit. Le grand rival, qu'en est-il du grand rival? Comment positionner Colbert par rapport dans une conclusion, hein, qu'on voudrait logique par rapport à tout ce que nous venons de dire, comme dans la continuité et la contradiction. La continuité, c'est quand il s'agit, c'est la question des modes dont on parle en peinture. C'est Alain Méraud qui a aussi très bien traité cette question des modes. Et on pourrait presque l'appliquer à l'architecture et au décor. Le Versailles de Levaux, le Versailles de l'enveloppe, le Versailles de 1669-1670, on va dire que c'est le mode à l'italienne. Et c'est Colbert qui valide ce choix. C'est un lieu de villégiature, il n'est en rien une résidence officielle à l'époque. On va retrouver dans le grand appartement du roi, dans l'appartement de la reine, toutes les formules mises au point par Levaux, Lebrun, dans l'appartement des Muses et l'appartement du roi. En revanche, contradiction en ce qui concerne les travaux menés au Louvre. La colonnade de 1667, c'est un manifeste de l'art classique. Et Colbert lui-même habitait un château de Sceaux qui se voulait en réaction par rapport à l'italianisme du château que Nicolas Fouquet avait fait aménager. Je crois que ça se joue là, dans ces oppositions, ces analogies et ces oppositions. C'est la méthode qu'on utilise souvent en histoire de l'art pour faire valoir un petit peu les spécificités d'une demeure. Je n'aborderai pas la question du mobilier. D'abord, ce serait un peu hasardeux. Donc c'est très bien. On va terminer, je crois, sur cette idée, hein, à la fois de ressemblance, hein, et d'opposition qui peuvent opposer dans les années 1660 Nicolas Fouquet et Jean-Baptiste Colbert. J'ai peut-être le mot de la fin. Alors, moi, je dirais une chose qui est quand même très importante, c'est que la grande chance de Fouquet, la grande chance de Vaux, c'est d'être parti de zéro, d'avoir fait du neuf en entier. Et effectivement, ça permet le développement d'une vision et d'une pensée dont on ne saura jamais, dont on n'aura jamais l'équivalent dans les chantiers royaux, puisqu'à chaque fois, on est condamné à faire de la rapetasserie, que ce soit au Louvre, que ce soit à Versailles, que ce soit aux Tuileries. La seule fois où Louis XIV s'offrira du nouveau, c'est à Marly. Alors là, effectivement, il arrivera, effectivement, étrangement d'ailleurs, à renouer dans des concepts complètement différents avec des thèmes qu'on a vus à Vaux. Je dirais aussi, un des symptômes de la modernité du château de Vaux, c'est la grande pièce incontournable des grands châteaux du XVIIe et qui n'est pas là. On s'en dispense avec une indépendance d'esprit tout à fait étonnante, c'est la galerie. Il n'y a pas eu de galerie à Vaux et on s'en passe très bien, on s'en passe très très bien. Et là, il y a une sorte de préfiguration, effectivement, de ce qui se passera au XVIIIe. Mais on peut dire que Vaux, moi j'insiste toujours sur la modernité de Vaux. Vaux est un édifice, un château, une demeure totalement fondateur.
ces fondateurs d'un art de vivre qui s'épanouirait au XVIIIe. Il ne faut pas oublier non plus une chose, c'est que ces châteaux français ne sont que des maisons de campagne, et il ne faut pas y chercher non plus ce que l'on voit dans les châteaux en Angleterre au XIXe, ce qu'on verra dans les châteaux français du XIXe également. Ce ne sont pas du tout des endroits où l'on a ces collections. Les collections sont dans les hôtels parisiens, donc il ne faut pas imaginer que le mobilier a joué un rôle à Vaux très important. En réalité, ce sont des ustensiles de commodité qu'on apporte en cas de besoin. Mais je crois que la conception qu'on a, nous, aujourd'hui, d'un château est trompeuse par rapport à ce qu'était un château XVIIe. Et encore, je trouve une chose, j'y ai pensé tout à l'heure, c'est que, exceptionnellement, à Vaux, on voit introduire des thèmes qui sont propres à l'architecture domestique parisienne. Tous ces cabinets de miroirs, tous ces endroits très... Là, il y a effectivement une nouveauté, une contamination qui est assez rare dans l'architecture française du XVIIe. Voilà, moi j'ai fini. Aussi, je vous remercie. Merci. Merci beaucoup.